Bonjour à toutes et à tous. Donc, un mot pour me présenter. Je rends grâce à Dieu pour mon travail passionnant. Il va bientôt s'arrêter de certains côtés parce que je ne suis pas très loin de la retraite. Mais en tant que directeur de recherche au CEA, j'ai touché à beaucoup d'aspects de physique, de chimie, de sciences des matériaux, de géochimie, de géologie. Et je me suis régalé toute ma vie. Et puis, je continuerai encore quelques années comme professeur et j'aime le contact avec les étudiants. Donc, je rends grâce à Dieu que mon travail n'est pas une corvée, mais au contraire un vrai plaisir. Mais ma vraie spécialité, et je veux être honnête, c'est l'énergie nucléaire. Et je vais vous parler de tout, sauf de ça aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de toutes sortes de choses, de biologie, cosmologie, paléontologie. Et en fait, je ne suis pas un spécialiste, je vais être honnête, de tous ces domaines. Mais si c'était pour faire un cours théorique, je ne parlerais que d'énergie nucléaire où je suis compétent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un cours théorique où le but n'est pas de vous remplir de connaissances. Le but, c'est de faire appel à votre bon sens. C'est de faire appel à votre cœur et à votre discernement. Et c'est ça que je vais essayer de susciter en vous. En fait, c'est plus un témoignage que je veux apporter d'un chercheur qui est chercheur depuis 40 ans, qui est chrétien depuis plus encore, et qui a marié les deux pendant ces longues années. Et souvent, les gens me disent « Mais comment tu peux être chercheur ?» et chrétien, engagé? Est-ce que tu es un peu schizophrène? Tu dois oublier la Bible lundi au laboratoire pour ensuite oublier la science le dimanche à l'église. Et heureusement, ce n'est pas comme ça, sinon il y a longtemps que j'aurais un problème. Et en fait, non, la science et la Bible ne sont pas en opposition au niveau des faits. Par contre, elle peut être en opposition au niveau des schémas d'interprétation que font les hommes. Et on a un devoir de faire la part des choses, d'être honnête. Mais ce qui est important, c'est de donner les hypothèses, de dire voilà les présupposés, voilà sur quoi je pars au départ. Et ensuite de faire la part de ce qui est les faits et des différents schémas d'interprétation. Et vous avez le droit d'avoir des schémas différents du mien, je vous respecterai et j'espère que vous me respecterez aussi, mais à condition qu'on soit honnête et qu'on n'essaye pas de dire la science a démontré que ceci, cela, si c'est un schéma parmi d'autres. Alors en fait, qu'est-ce qui relie les deux, qui fait que je me suis bien à l'aise autant au laboratoire qu'à la maison? C'est que dans un cas comme dans l'autre, je suis un chercheur de vérité. Le chrétien cherche la vérité avec peut-être un grand V parce qu'il sait que c'est une personne, ce n'est pas un corpus de connaissances théoriques, mais c'est la connaissance de Jésus qui est la vérité. Et le chercheur, en tout cas, il devrait être un chercheur de vérité et quelqu'un qui cherche à être honnête, à explorer le plus honnêtement possible les choses. C'est que André, hier soir, parce que c'est un verset qui est le CV, comme l'a dit André, du Créateur, il nous dit en effet que tu peux regarder le monde entier. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Quand on considère dans ses ouvrages, toute la création nous parle du Créateur. Alors, la Terre, la Terre qui est si unique dans notre cosmos, la Terre, qu'on la regarde sous n'importe quelle couture, elle est unique. Quand tu vas regarder n'importe quelle planète, tu vas te rendre compte de l'austérité. Ça peut être magnifique de regarder des tas de choses, on peut s'éblouir devant des supernovas, mais on n'aimerait pas y être finalement parce que moi je venais en voiture, je regardais la couleur du printemps, de l'automne, ici les couleurs d'automne. On peut s'émerveiller de tout sur la Terre. Tu vas sur la Lune, dès que tu dépasses un peu, tu te rends compte qu'il y a toute une richesse, toute une vie qui n'est plus là. Alors, si tu regardes un peu plus loin, tu dépasses la Terre, tu vas regarder le Soleil, tu peux t'émerveiller, tu veux regarder des éruptions solaires, tu mettrais la Terre à côté, tu vois, c'est tout petit, et déjà tu commences à être ébloui par l'infiniment grand. Et puis, en fait, tout bouge, il n'y a rien qui est complètement statique. On a l'impression que le soleil bouge tout doucement au-dessus de notre tête avec la journée, mais en fait, on nous dit qu'en fait, lui-même, il tourne autour d'un centre qui est à 28 000 années-lumière de son centre et qui fait 225 km par seconde. Donc, en fait, plus tu vas monter, plus tu vas avoir le vertige de l'immensité de cet univers. Alors, si tu regardes plus loin, tu te rends compte que finalement, le soleil n'était qu'un tout petit point dans notre galaxie, la Voie lactée, mais elle aussi, la Voie lactée, on apprend que
En fait, des systèmes solaires, il y en a à peu près 140 milliards, donc des étoiles, il y en a en quantité dans une seule galaxie, mais qu'elle-même, c'est quelque chose qui est mouvant, qui bouge, qui tourne, avec un centre qui a quelques 200 millions d'années-lumière. Donc, on est ébloui par toute cette création. Et puis, même quand on croit qu'il n'y a plus rien, là, dans mon petit cercle vert, vous voyez, là, c'est tout noir, il n'y a plus rien de rien. J'avais un cosmologiste qui était venu au CEA qui nous présentait cette présentation. Il disait, mais même quand il n'y a plus rien, si on met quelque chose qui observe, un appareil photo qui va photographier pendant suffisamment longtemps, on découvre plein de petits points. Et ces petits points, ce n'est pas des nouvelles étoiles, c'est des nouvelles galaxies. Et finalement, là où on croyait qu'il n'y avait plus rien, il y avait encore 10 000 galaxies qu'on pouvait observer. Alors face à ça, il y a deux approches possibles. Et j'ai pris Hubert Reeves, et j'aurais pu prendre n'importe qui, mais c'est un monsieur qui communique beaucoup, donc que les gens ont lu beaucoup de ses livres. Et au début, je vais être complètement d'accord avec lui, et il s'émerveille au début. Et dans un des livres qu'il a écrit, Poussière d'étoiles, il dit « Ce livre voudrait être une ode à l'univers. J'ai tenté de rendre hommage à sa splendeur, à son intelligibilité, d'exprimer à la fois sa créativité, son inventivité, sa beauté, sa richesse. J'ai voulu donner à contempler et à comprendre. » Et là, on peut être que d'accord. Et là, on dit, mais il a compris. Il parle d'inventivité, de créativité, d'intelligibilité. On sent ce dessin intelligent qui saute aux yeux. Et puis, à la fin du livre, la science moderne lui impose son format. Et il revient dans une position que j'appellerais scientiste. Mais finalement, nous n'habitons pas le centre du monde, mais une petite planète minuscule qui tourne autour d'une étoile banale, comme il y en a des milliards d'autres dans notre galaxie, au beau milieu de milliards d'autres galaxies. Finalement, nous sommes rien que de la poussière d'étoiles. Et finalement, toute cette beauté, cette inventivité, ne serait que le hasard de 4 forces qui, se mélangeant les unes avec les autres, auraient tout coordonné de manière complètement aveugle, sans dessin, juste par des équations de physique qui coordonnent comment ces 4 forces se marient entre elles. Et là, je ne peux plus le suivre. L'autre approche, c'est celle de la Bible. C'est Job qui dit « Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. Contemple !» Et il te dit « Ton Dieu qui l'a créé, si toi tu ne peux pas les compter, les étoiles. » Et nous, on se rend compte que quand on croyait les avoir comptées, on estime dans la galaxie ceci, et puis on découvre que finalement, là où il n'y avait plus de galaxies, il y en a encore d'autres, et nous, on n'arrive pas à les compter. Mais lui, il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes un nom. Et là, on ne peut que dire avec le psalmiste, « Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Et je vois tellement de gens qui, comme Hubert Reeves, nous parlent de la beauté de la création, disent des choses tellement justes, et puis ensuite, à cause de la pression du monde ambiant, ne vont pas dire « tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien ». Et je crois que notre Créateur peut être reconnu dans tous ses ouvrages. Alors je vais tout de suite attaquer le sujet qui généralement fâche, création et évolution. Que nous dit la théorie de l'évolution ? La théorie de l'évolution prétend que toutes les espèces vivantes, l'espèce humaine comprise, procèdent toutes d'une cellule primitive qui se serait formée tout à fait par hasard au fruit des collisions atomiques qui finalement auraient donné une cellule qui serait apparue. Alors après, il y a des discussions, est-ce que c'est une cyanobactérie, comment cette cellule aurait évolué, etc. Donc il y a des tas d'hypothèses de cette soupe primitive qui aurait tout d'un coup donné une cellule, et cette cellule se serait progressivement transformée pour donner qui un poisson, qui autre chose, et ce poisson qui aurait poussé des pattes serait sorti de l'eau, aurait donné des mammifères, des reptiles ou je ne sais quel oiseau. Et c'est ça qui est enseigné dans toutes nos écoles, dans tous nos magazines, repris en boucle. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est repris en boucle que c'est nécessairement une vérité. Aujourd'hui, l'agence France-Presse met des choses en boucle, et quand c'est un peu sensationnel, c'est repris par toutes les presses du monde entier, et le fait que tu l'aies lu dans Libération, que c'est repris par le journal de 20 heures, donne une impression que c'est vrai parce que tout le monde le dit. Et moi, dans le domaine qui est le mien, le nucléaire, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Et dans plein d'autres domaines, ce n'est pas parce que ça tourne en boucle que c'est vrai. En fait, peu de scientifiques ont creusé les théories, les fondements de cette théorie, et moi-même, pendant des années, je ne les avais pas creusés,
parce que moi je suis physicien, ce n'est pas mon problème, je ne vais pas m'en occuper. Et j'avais l'impression que c'était un géant auquel je ne voulais pas m'attaquer. Puis un jour, en 2003, Dieu a parlé à mon cœur. Il m'a dit non, tu ne peux pas, sous prétexte que tu es physicien, te désintéresser de tout ça et botter en touche face à ce problème. Et j'ai commencé à creuser, à lire, à m'intéresser, à prendre des bouquins. Et là, finalement, je me suis rendu compte que c'était un géant au pied d'argile, parce que cette théorie était appuyée sur beaucoup de choses qui sont des affirmations, des théories qu'on a le droit de faire, mais qui ne sont pas des faits. Alors, d'un autre côté, que nous dit la Bible ? La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est ce que j'ai donné comme titre à ma conférence. Dieu fit 2 grands luminaires. Le grand luminaire pour présider au jour, un plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et là, on ne peut pas, sans tordre le sens des Écritures, ne pas dire qu'il y a un dessein, que c'est juste par hasard, que la terre est une poussière au milieu d'un ensemble océanique d'autres poussières, parce que Dieu nous dit que le ciel, les étoiles, le soleil, sont créés à dessein pour éclairer la terre. Et là, la notion de dessein intelligent apparaît dès le premier chapitre de la Genèse. Dieu a créé tout ça à dessein. Alors, juste un petit clin d'œil que j'ai mis ici pour montrer ce dessein. On peut croire, et je vous respecterai si vous pensez que c'est par hasard, mais voyez-vous, le soleil est beaucoup, beaucoup plus grand que la lune. Mais il est juste à la dimension, à la distance, beaucoup, beaucoup plus loin, de telle sorte que la forme du soleil et la forme de la lune vue de la Terre sont la même, ce qui fait qu'on peut avoir des éclipses totales. Parce que la proportion dans le diamètre et la proportion dans la distance sont les mêmes. Alors, on peut croire que c'est le hasard, mais on va voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'empilements de hasard qui font, pour moi, penser qu'il faut beaucoup de foi pour ne pas reconnaître un dessein intelligent. Foi que je n'ai pas. Alors, que nous dit ensuite la Bible ? Dieu créa les grands poissons. Il ne nous dit pas, il créa une cyanobactérie, il créa je ne sais pas quoi, il créa un tout petit mollusque qui ensuite est devenu extrêmement grand à partir de... Non, il commence tout de suite en présentant les grands poissons. Alors, vous pouvez chercher des... Mais si vous commencez à éliminer des mots de la Bible, je pense que votre Bible n'y résistera pas. Parce que quand on arrache une page, toutes vont suivre, toutes vont se déliter. Et en fait, Dieu créa les grands poissons. Et donc là, dans la théorie de l'évolution, les grands poissons viennent après longtemps. Au début, pendant des millions d'années, ça serait tout petit, puis finalement, les mammifères arriveraient très longtemps. Mais il créa des grands poissons, il créa toutes sortes d'espèces. Alors, je ne veux pas faire un débat sur espèces, je laisserai plutôt André en parler, qui est plus spécialiste que moi. Mais la Bible dit toutes sortes, selon sa sorte, toutes sortes de poissons, toutes sortes d'oiseaux. Et puis, à chacun, il donne un ordre de multiplier, d'occuper l'espace. Donc déjà, ça, au départ, il y en a beaucoup parce qu'il parle que ça foisonne. Il y en a à foisonnement. Et en plus, il donne l'ordre que ça se diversifie, que ça se multiplie. Puis, il dit la même chose pour le bétail, pour tous les animaux, que ce soit des équidés, que ce soit des canins, que ce soit toutes sortes de sortes, il en crée du bétail. Il crée des reptiles, suivant leur sorte aussi. Donc, il n'y a pas un reptile, mais il y a plusieurs sortes de reptiles, plusieurs. Et puis, une création spéciale. Faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, faisons les gros poissons à notre image, mais l'homme à notre image. Parce que Dieu est esprit, on va en reparler. Il nous a mis un esprit en nous, il nous a créés spécialement. Mais là aussi, il nous a donné en même temps un corps, disant soyez féconds, multipliez, quelque part, développez une diversité. Et on va voir que par la génomique, on en a parlé, combien cette diversité peut exploser grâce à la multiplication. Et Dieu donne autorité à l'homme, ce n'est pas une espèce parmi les autres, pour quelque part, être celui qui va être le gérant de cet univers, de ces oiseaux, de ces animaux. Donc, c'est à nous de bien gérer ce que Dieu nous a confié. Alors, là, vous avez un choix. Je ne sais pas pour vous quelle est l'image de Dieu. Si vous avez Dieu à votre image, ou si vous pensez que vous êtes à l'image de Dieu, est-ce que vous pensez que Dieu ressemble à une cyanobactérie, à un petit guenon, je ne sais pas, ou à quelques dessins qu'ont fait les hommes qui n'existent pas, qu'on appelle des hominidés, ou si vous voyez plus l'image de Dieu dans un blanc, un noir, un jaune, un rire d'enfant. Moi, à chaque fois que je vous regarde, je vois la gloire de Dieu dans les hommes. Je vois quelque chose que je ne vois dans aucun animal. Que je ne vois, même si je peux m'émerveiller des étoiles et des arbres, je peux m'émerveiller de toute la création. Il y a cette image de Dieu qui a été mise dans l'homme,
qui est une création spéciale. Alors, théorie de l'évolution, un fait ou une croyance, c'est un paradigme, c'est un système de pensée qui est aujourd'hui partagé par la majorité des scientifiques, qui est repris par tous les journaux d'opinion, qui tourne en boucle, mais qui ne nous donne jamais les fondamentaux sur lesquels il s'appuie, qui est le naturalisme, qui est le fait que tout n'existe que si c'est mesurable, que si c'est matériel. Et ce paradigme impose deux croyances. La première, la croyance en la génération spontanée de la vie à partir d'atomes et de molécules inertes. Cette chose-là, c'est une croyance parce qu'on ne l'a jamais reproduit au laboratoire, on ne l'a jamais observé, il faut y croire. De plus en plus de scientifiques n'y croient pas. Et puis, la deuxième croyance, c'est la création de nouvelles espèces par une succession de mutations aléatoires qui seraient juste au hasard, sélectionnées par la sélection naturelle pour passer qui de bactéries en poissons, en oiseaux, en mammifères, chose que là encore, on n'a jamais observée. On n'a jamais vu une bactérie devenir un poisson, ni un poisson devenir un mammifère. En fait, depuis 150 ans, les tentatives ont été multiples. Les soupes cosmiques, ce qu'on appelle soupes primordiales, ont été essayées. Miller a réussi une expérience qui était fantastique parce qu'il a créé quelques molécules et il a mis toutes sortes d'éléments chimiques, de la température, de la pression, de l'électricité pour faire de l'énergie avec des flashs électriques. Et il a fait effectivement quelques acides aminés. Mais André pourra vous dire plus dans le détail, et on en parlera un petit peu, combien une cellule vivante, c'est plus qu'un acide aminé. Quelle organisation extraordinaire. Et combien d'avoir créé quelques molécules, quelques acides aminés, ne correspond pas à avoir créé la vie. En fait, toutes les tentatives pour générer la vie à partir de la matière inerte ont échoué. Et toutes les tentatives pour créer de nouvelles espèces à partir d'une espèce ont aussi échoué. Alors on a beaucoup travaillé par des irradiations pour accélérer les mutations. On a travaillé beaucoup sur des drosophiles parce que c'est des espèces qui se reproduisent très vite, donc on peut avoir 60-80 générations très rapidement. Et tout ce qu'on arrive à faire, c'est qu'à force... Alors quand on fait peu d'irradiation, parce que je ne voudrais pas que vous ayez une idée fausse sur les irradiations, à faible dose c'est bénéfique, je pourrais vous en parler plus si ça vous intéresse, mais sur les questions, mais à forte dose, quand l'organisme ne peut plus réparer, ça fait des dégâts. Et effectivement, quand on met des fortes doses en visant beaucoup de mutations, on arrive à faire des espèces qui perdent leurs pattes, leurs ailes, qui viennent atrophier, et finalement qui meurent parce qu'elles ont trop de dégâts. Alors, dans la théorie de l'évolution, on dit que de temps en temps, il y a une évolution positive. Et là, on nous donne l'exemple dans ce livre d'une mouche qui aurait 2 ailes de plus. Alors, je peux vous dire que ce n'est vraiment pas une évolution positive, parce que cette mouche, elle ne peut pas voler. Ça veut dire que le premier prédateur qui va tomber dessus, elle ne pourra pas s'échapper, elle ne va pas aller bien longtemps, celle-là. J'ai récemment des amis qui ont eu un enfant, et l'enfant avait 6 doigts. Le médecin ne leur a pas dit « Oh, formidable, l'enfant du 3e millénaire est arrivé, des gens avec 6 doigts, c'est des mutations. » Il a dit « Non, il y a un petit problème génétique qui fait que la grand-mère, c'était déjà comme ça. Ben, on va enlever, on va couper. » Il a été opéré la semaine dernière, on a enlevé, et finalement, tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est pas d'avoir un 6e doigt n'est pas une mutation positive. Alors, je rejoindrai le professeur Roberto Mattei qui a écrit cela en 2009. Le problème de la théorie de Darwin est qu'elle est moins qu'une hypothèse. Il s'agit d'une simple affirmation qui échappe à la méthode scientifique. En fait, un philosophe des sciences qui est accepté par la plupart des scientifiques, c'est Karl Popper, et il disait pour qu'une théorie puisse avoir le label de théorie scientifique, il faut qu'elle soit falsifiable. Alors, dans son jargon en français courant, ça voudrait dire qu'il faut qu'on puisse les mettre à l'épreuve des faits et pouvoir la vérifier. Si je fais une théorie de ce qui s'est passé avant le Big Bang, mais que strictement je dis dans ma théorie tout a été effacé au moment du Big Bang, c'est de la philosophie, c'est de la métaphysique, mais ce n'est plus une théorie vérifiable. Donc ça sort du domaine de la science, de la théorie scientifique. L'évolutionnisme affirme que certaines espèces sont apparues sur Terre par l'effet du hasard et que des espèces déterminées descendent d'autres espèces. Ces affirmations qui n'ont pu être ni vérifiées dans la nature, ni expérimentées en laboratoire, sortent donc du domaine de la science. Donc, si vous avez cette croyance, je vous respecte, mais je ne la partage pas. Alors, comme de plus en plus de scientifiques qui ont fait plein de soupes cosmiques et ont échoué, ils renoncent, ils bottent en touche. Donc maintenant, ce qui est à la mode, c'est de dire la vie est venue par ce qu'on appelle l'exobiologie, par d'autres planètes. Donc, ça reporte le problème plus loin. C'est-à-dire que si ça ne marche pas chez nous, c'est que ça a marché ailleurs et puis ça nous a été envoyé. Donc, ils bottent en touche en disant ça vient de l'extérieur. En fait, énormément de scientifiques de renom
aujourd'hui contestent, et dans le temps, depuis Darwin, ont contesté l'évolution. Ce sont des ornithologues qui nous disent, mais la probabilité qu'un oiseau comme le pivert puisse avoir la précision parfaite pour creuser le bois au bon endroit, elle est complètement nulle, que ce soit par hasard. Que ce soit les paléontologistes, comme ce monsieur Rope, curateur du musée Field à Chicago, qui est un très grand paléontologiste, qui dit, mais nulle part on ne trouve trace de transition évolutionnaire dans les fossiles. Darwin avait dit, oui, on n'a pas beaucoup de fossiles, donc ma théorie, on ne peut pas la vérifier, mais dans le futur, on va en découvrir plein. Jusque-là, il avait raison, on a découvert des quantités et des quantités. Mais dans ces fossiles, eh bien, on n'a pas trouvé toutes les espèces intermédiaires entre le poisson et les mammifères, entre l'homme et... Tout ça, chaque fois, on nous a sorti, oui, on a trouvé enfin une espèce, et puis quand on a creusé un peu plus, on s'est rendu compte que le colacanthe était un poisson comme les autres, que la côte épique c'était un oiseau comme les autres, et finalement, on n'a jamais aucune trace de transition évolutionnaire. Au contraire, on a ce qu'on appelle l'explosion cambrienne, c'est-à-dire tous les fossiles apparaissent parfaitement constitués, à peu près tous à une même époque. Donc je vais passer sur ça, j'en ai dit un mot. Mais oui, non, je vais quand même dire un mot sur ça, parce qu'il y a des choses que les scientifiques reconnaissent et qui ont écrit que pendant tout un temps, on avait présenté ce poisson un peu bizarre comme l'espèce transitoire entre le poisson et le mammifère, parce qu'il y avait des pattes qui lui poussaient derrière, soi-disant, et c'était le début d'il allait commencer à marcher sur la Terre. Et à partir de ce fossile qu'on avait trouvé qui est à gauche. Et puis, il y a déjà un certain nombre de décennies, cette espèce qu'on croyait éteinte depuis 60 millions d'années, eh bien, on en a trouvé un, tout à fait vivant. Pourquoi on n'en avait pas trouvé avant? C'est un poisson qui vit à grande profondeur, là où même la lumière n'arrive plus. Donc il est un peu spécial, parce qu'il vit dans un environnement un peu spécial. Effectivement, il a des nageoires un peu spéciales, il n'a quasiment pas d'yeux. Donc, et pendant longtemps, ça a été présenté comme l'espèce transitoire. Et puis les scientifiques ont dit non, finalement on vient d'en pêcher un, donc on sait que c'est toujours le même, il n'a pas changé pendant 60 millions d'années, donc ce n'est pas l'espèce transitoire qu'on croyait. Alors, les scientifiques se sont dégagés de cette erreur, mais tous les livres de science laissent cette erreur pendant des décennies. Vous trouvez encore plein de magazines, plein de films qui reprennent que le colacanthe est un exemple de l'espèce dont le poisson il pousse des pattes et qui est en train de sortir de l'eau. Et les scientifiques se dégagent, disent, mais non, nous on sait bien que ce n'est pas vrai. Oui, d'accord, mais tu ne corriges pas tous les livres qui le disent. Et dans toutes sortes de domaines, on a vu... Là, on vient de voir la paléontologie, mais un professeur de biologie moléculaire à l'université du Massachusetts, qui s'appelle Lynn Magulis, dans ses nombreux speeches, demande toujours à ses confrères de lui citer une seule nouvelle espèce qui soit formée par l'accumulation de mutations. Depuis des décennies, son défi tient toujours, personne n'a pu le relever. En fait, on nous construit des arbres appelés phylogénétiques, c'est-à-dire à partir de cette fameuse bactérie unique, voilà comment tout s'est formé, voilà comment toute la vie est apparue. C'est quelque chose qui est en permanence en évolution, parce qu'on fait un arbre qui est principalement issu de nos théories et de notre imagination, et puis la science démontre que ça ne marche pas. Moi, on m'a fait des arbres quand j'étais enfant, et on m'a appris le premier schéma, l'homme descend du singe. À mes enfants, on a appris autre chose, ils ont une quarantaine d'années pour les plus aînés. Mes petits-enfants aujourd'hui ont autre chose, et certainement, ces arbres sont en permanente évolution, parce que dès qu'on fait une hypothèse, au bout d'un certain temps, la science montre que ça ne marche pas. Donc pendant longtemps, on a dit l'homme descend du singe, puis après on a dit non, finalement, on voit que l'homme est antérieur au singe, donc ça ne marche pas, donc on fait une nouvelle branche, on rebondit sans cesse, mais on ne veut pas sortir de ce dogme qui imposerait un créateur et dont on ne veut pas. Et c'est pour ça que ce journal Philosophie avait écrit « Le singe descend de l'homme » pour un petit peu faire de l'humour sur le fait que pendant des années, on avait dit que l'homme descendait du chimpanzé, et finalement que la science moderne nous montre que l'homme est antérieur. Donc finalement, il avait sorti sa page de garde avec « Le singe descend de l'homme ». Là, je cite Yves Coppens, qui est un farouche défenseur de l'évolution, mais quand on lit ses livres jusqu'au bout, à la fin, entre les lignes, on peut quand même y voir, je dirais, des éléments, intéressants à mon sens. Et qu'est-ce qu'il dit dans ses livres? La paléontologie, de par la nature fragmentaire de son information. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très très rare que tu vas trouver un squelette complet d'une espèce parfaitement datée, etc. Ce que tu vas trouver, c'est un petit os de quelque chose, puis un autre un peu plus loin. Et à partir de ce que tu crois, à partir de ce que tu dates, de ce que tu estimes, de la couche dans laquelle tu l'as trouvé,
Tu vas dire, donc ça, a priori, ça date de temps, donc ça doit venir comme ça, et tu vas essayer de faire une reconstitution. Ce que tu as dans la plupart des musées qui sont bien reconstitués sont à 90% du plâtre, des reconstitutions. L'os original souvent est à la cave, mais si vous demandiez dans chaque espèce quel est le pourcentage réellement trouvé, vous verriez 10%, 15%, et tout le reste est reconstitué. C'est ça qu'il appelle la nature fragmentaire de l'information. Et du coup, il dit, à cause de cela, la paléontologie a l'extraordinaire devoir d'imaginer. La part qu'elle emprunte à l'hypothèse est immense. Et ça, je trouve que c'est honnête de sa part de le reconnaître enfin. Et ensuite, ce qu'il dit, et là je suis d'accord avec lui, c'est peut-être d'ailleurs cette importance de l'imaginaire qui fait qu'elle fascine. Mais quand on enseigne à nos enfants cela, on ne leur dit pas l'importance de l'imaginaire qui a présidé à tous ces schémas qu'on doit apprendre par cœur si on va voir son examen. En fait, voilà un exemple de plus de quelque chose où Yves Coppens a participé à la découverte de Lucie et qu'on a présenté comme, voilà, l'espèce intermédiaire, c'est la grand-mère de l'humanité. Et quelques années après, on a reconnu, non, Lucie, c'est juste un singe comme les autres, et c'est le même qu'on trouverait aujourd'hui dans la forêt africaine, et ça n'a rien à voir avec les lignées de l'humanité. Donc Yves Coppens lui-même a signé des papiers disant « Lucie n'a rien à voir, on s'est trompé avec la lignée de l'humanité ». Mais si les scientifiques se sont dédouanés en corrigeant leur erreur, Lucie reste présentée dans tous les grands musées, là j'ai pris l'exemple de Tokyo, avec des images un peu fantastiques, comme la grand-mère de l'humanité. Ça reste présenté dans tous nos ouvrages parce qu'on ne corrige jamais dans les ouvrages scolaires, dans les revues, les choses que... Et les scientifiques se dédouanent, ah oui, moi j'ai publié que... Mais personne ne lit tes publications, à part ton petit groupe de scientifiques qui font le même travail que toi. Tandis que dans les revues grand public, eh bien, on retrouve le colacanthe, on retrouve Lucie, etc. En fait, si tu regardes un squelette, il y a un exercice intéressant qui a été fait. À partir d'un os, en fait, la nature n'a pas conservé les tissus mous. Donc avoir une idée du visage de l'individu, c'est extrêmement difficile. Et donc, pendant des années, on a brodé, on a fait ce qu'on a appelé les hominidés, on y a mis la forme que notre imaginaire voulait bien leur donner, à partir de quelques os. Alors là, on a trouvé un crâne entier, daté à 5500 ans, et on l'a donné à un médecin légiste, comme si c'était une enquête policière, et qui devait reconstituer à quoi doit ressembler le criminel avec les moyens de la science moderne. Et à partir de ce même os sur lequel certains avaient dessiné ça, voilà ce qu'il a reconstitué, notre médecin légiste. Un blond aux yeux bleus, qui ressemble que si vous le croisiez dans la rue, vous n'aurez rien trouvé de spécial. En fait, vous voyez, la part de l'imaginaire est très importante, mais la science moderne aujourd'hui nous permet, à partir par exemple, de l'ADN de Néandertal, de dire qu'aujourd'hui, Néandertal était un blond aux yeux bleus, il ressemblait beaucoup plus à ça qu'à ça. Ça qui n'est qu'une invention de notre imagination. En fait, les scientifiques, je cite une phrase d'un magazine américain qui disait « Les scientifiques qui rejettent complètement la théorie de l'évolution forment certainement une des minorités controversées qui grandit le plus rapidement. » Oui, nous sommes minoritaires, mais c'est une minorité qui grandit rapidement, et je sais que ça effraie certains qui essayent de légiférer contre ça, comme si on pouvait faire de la bonne science à coup de loi, ce qui paraît assez illusoire, mais qui montre une notion de la science et de l'objectivité assez spéciale. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ces scientifiques de plus en plus nombreux qui mettent en doute la théorie de l'évolution ne viennent pas avec la Bible sous le bras en disant « Genèse 1 a dit, donc c'est pas vrai ». Beaucoup de ces scientifiques sont des athées, d'autres sont peut-être musulmans, chrétiens, ils ne m'ont pas dit, mais une grande partie le font sur la base de considérations scientifiques. Et ils font partie de ce qu'on appelle la communauté de l'intelligent design, c'est-à-dire des gens qui, du fait de leurs recherches, sont arrivés à la conclusion, que ce soit en biologie, que ce soit en cosmologie, que ce soit en n'importe quel domaine, c'est impossible que les lois du hasard aient pu créer une telle organisation. Devant une telle horloge, il y a un horloger. C'est ça le dessin intelligent. C'est des calculs de probabilité qui montrent que la probabilité que ce soit par hasard, elle est nulle de chez nulle. En fait, une grande partie des gens de l'intelligent design ne sont pas chrétiens. Ils sont vraiment des gens qui, suite à leurs observations, disent « ce n'est pas possible que le hasard et des mutations aléatoires et une sélection naturelle aient créé tout cela ». Alors, certains vont dire « oui, mais ça doit être
des fondamentalistes américains. C'est généralement ce qu'on m'objecte. Alors moi, je ne sais pas trop ce que c'est parce que je me sens ni fondamentaliste ni américain. Mais quand je lis la liste des scientifiques qui ont signé cette phrase toute simple, vous tapez sur Internet « Scientific Descent from Darwinism » et vous allez trouver tout de suite cette phrase. Nous sommes sceptiques au fait de proclamer que des mutations aléatoires couplées à la sélection naturelle puissent rendre compte de la diversité, de la complexité de la vie. Nous demandons que la théorie darwinienne soit réexaminée. Et qui a signé ça? Je ne pense pas que ce soit que des fondamentalistes américains, parce que quand je vois Académie des sciences de Pologne, Académie des sciences de Russie, Académie des sciences de Tchéquie, Académie des sciences du Brésil, Académie des sciences de Hongrie, bon, je ne vais pas vous faire la liste des centaines et centaines de noms qu'on signait. Vous voyez une diversité d'origines, de gens qui ne se connaissent pas et qui arrivent à la même conclusion. Nous sommes une minorité grandissante. En fait, les outils extraordinaires de la vie moderne, de la science moderne, sont de plus en plus en train de mettre à mal le mythe du hasard. Le premier, c'est la complexité irréductible de la vie. André, hier soir, en a un peu parlé, et je vous recommande ce DVD qui est en vente au fond, qui s'appelle « Déchiffrer les mystères de la vie ». Et je le trouve remarquable. C'est des gens, je les trouve particulièrement crédibles, parce que c'était tous des évolutionnistes, c'était tous des biologistes qui avaient publié des ouvrages sur l'évolution, qui avaient fait un travail remarquable. Et puis qui, à un moment, parce que la science a progressé, a dit non. Là, la complexité qu'on découvre de la cellule, et il parle dans ce livre du petit flagelle bactérien, ce petit moteur de hors-bord dont André nous disait qu'on en a des milliards de milliards qui tournent à toute allure, plus vite qu'une Porsche, dans notre estomac pour la digestion. Et ce petit, rien que ce flagelle bactérien, il est un organisme d'une complexité, d'une richesse, d'une originalité. Il ne peut pas s'être construit par étapes. Parce que s'il avait fait d'abord la première pièce, puis la deuxième, puis par une mutation successive, la troisième, eh bien ça aurait mis un certain temps, et même un temps certain. Et la cellule qui manque une seule de ses fonctions meurt, est éliminée par l'organisme. C'est comme ma voiture, vous pouvez lui enlever une roue, ou lui enlever une durite, ou lui enlever un câble électrique, la voiture ne fonctionne plus. Et je ne roulerai pas jusqu'à ce qu'on ait remis la pièce. Mais si une voiture qui ne fonctionne pas, c'était comme dans mon corps, elle serait éliminée rapidement et envoyée à la fourrière et mise à la casse, eh bien, elle ne pourrait pas se construire par une pièce, puis très longtemps après une autre, puis très longtemps. Et c'est cette complexité irréductible qui a conduit ces biologistes courageux, puisqu'ils avaient écrit des livres qui se vendaient bien sur l'évolution, à dire il faut qu'on remette en cause notre théorie. Et c'est eux qui ont été au démarrage de cette communauté qu'on appelle le dessin intelligent. Si on regarde une seule protéine, et j'ai entendu pas mal de conférences, il y en a un qui parlait d'une protéine de l'œil, c'était André Ménez, qui est décédé maintenant, qui était au muséum à l'époque, et il nous parlait, je ne sais pas pourquoi il l'avait étudié, je crois qu'il y en a plus de 4000 pour que l'œil fonctionne bien de protéines, mais il avait étudié une. Et il disait, mais rien que pour faire cette protéine de l'œil, il y a 20 acides aminés qui peuvent se combiner, 10 à la puissance 130 combinaisons. Vous n'avez aucune chance, même si vous imaginez que le monde dure 15 milliards d'années, plus que ça si vous voulez, et que vous fassiez des milliards d'opérations chaque seconde, vous n'avez aucune chance que par hasard, vous ayez la bonne combinaison. Et il nous disait que même si, par le plus total des hasards, vous aviez la bonne combinaison, votre protéine n'allait pas marcher. Parce que votre protéine, c'était comme un paquet de nouilles bien cuites que vous lâchez sur la table, et que non seulement il fallait le bon agencement des lettres dont nous a parlé André, mais en plus il fallait la bonne forme. Et qu'aujourd'hui, on avait beaucoup de mal à comprendre le rôle de ces formes. Parce qu'autant dans les cristaux, c'est organisé de manière symétrique, avec les rayons X, on peut faire ce qu'on appelle la cristallographie et comprendre les formes, autant dans le vivant, on a des formes amorphes, des formes et qui défient parfois notre entendement. Donc cette complexité irréductible, aujourd'hui, paraît complètement incompatible avec une progression qui aurait permis d'atteindre cette machine complexe. Ensuite, on va regarder les conditions extraordinaires qui permettent la vie sur Terre, le Big Bang. Alors on va faire, après avoir fait un peu de paléontologie, on va faire un peu de cosmologie. Alors le modèle actuel qui est utilisé, c'est dit le modèle standard, ça part du principe du Big Bang. Alors au départ, ce Big Bang, c'était une blague d'un journaliste de la BBC, parce que c'était un prêtre qui était parti de cette réflexion, puis qui avait observé que le monde, le cosmos s'étendait, qu'il y avait une expansion de l'univers, et disant, puisqu'il s'étend continuellement, bien, au début, il devait être bien plus petit, bien plus petit, bien plus petit, et à un moment donné, eh bien, il était réduit à un point,
et cette singularité. Et pour se foutre de lui, parce qu'il disait « Oh, ça c'est un prêtre », et il s'appelait Georges Lemaître, il doit vouloir faire fitter la science et la Bible. Donc il se foutait de lui. Et pour se moquer de lui, il a dit « Et alors tu veux nous faire croire qu'il y a une sorte de Big Bang ?» Et l'expression est restée. Et les physiciens qui s'étaient moqués de lui, aujourd'hui se sont rangés à ce type de modèle, qui est le modèle standard d'un univers en expansion, qui serait parti d'une singularité où toute l'énergie, tout serait quasiment en un point. Ensuite, et quand on regarde ce que nous dit un prix Nobel, parce que c'est une genre de presse qui n'est jamais reproduit en France, où on est matraqué dans le matérialisme. Quand on regarde ce que nous dit un spécialiste qui a eu prix Nobel de physique en 1978, et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense du Big Bang? Il dit « L'astronomie nous conduit vers un événement unique, un univers créé à partir de rien, avec juste le délicat équilibre nécessaire à l'apparition de la vie. Un univers qui obéit à un plan sous-jacent, on pourrait dire à un plan surnaturel. Pour être cohérent avec nos observations, nous devons comprendre que non seulement il y a création de la matière, mais aussi de l'espace et du temps. Les meilleures données dont nous disposons sont exactement ce que j'aurais pu prédire si je n'avais rien d'autre que les 5 livres de Moïse, c'est-à-dire la Genèse, les premiers livres de la Bible. Le Big Bang a été un instant de brusque création à partir de rien. Voilà l'accord étonnant. Alors moi, je suis pas en train d'abord, je ne suis pas cosmologiste, et deuxièmement, je ne suis pas en train de vous dire la théorie, le modèle standard, vous devez y croire, c'est la représentation qu'on a aujourd'hui qui fit au mieux un certain nombre de choses, et comme tous les modèles scientifiques, c'est le meilleur truc du moment qu'on essaye d'améliorer sans cesse, et qui sont souvent remis en question par la suite, parce qu'on arrive toujours aux limites de nos modèles. Donc, nos modèles ne sont pas la réalité, mais c'est une représentation. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que moi, ça m'a bluffé, parce que moi qui ne suis pas cosmologiste, je crois en la Bible depuis très longtemps, et la Bible nous parle que Dieu est éternel, puis qu'il a créé le temps pour l'homme, et qu'ensuite, ceux qui auront la vie éternelle vont re-rentrer dans l'éternité, là où le temps n'existe plus. Et que le temps, quelque part, c'est une parenthèse entre une éternité et une autre éternité. Mais pour moi, c'était un principe métaphysique, c'était quelque chose qui découlait de ma foi chrétienne. Et j'aurais jamais pensé que la science puisse atteindre ça. Et je suis assez bluffé que pour aujourd'hui faire un modèle qui décrit pas trop mal notre univers, nos physiciens aient besoin de mettre ces choses-là que je croyais de la pure métaphysique, la création de l'espace et du temps. Un univers qui a un début et qui aura une fin. Comme c'est étonnant. Je suis bluffé de ce que la physique arrive finalement à cette conclusion biblique. Moi, j'aurais juré que c'était inatteignable par la physique. La cosmologie nous apprend que donc, non seulement la création de la matière, mais aussi de l'espace et du temps. Alors, je vous ai un peu fait aller très rapidement dans l'infiniment grand pour vous émerveiller. On pourrait faire pareil, mais je n'ai pas le temps, dans l'infiniment petit. Et si on faisait pareil dans l'infiniment petit, on regarderait un atome. Atome, ça veut dire qu'on ne peut pas diviser, soi-disant. Et puis, jusqu'au jour où on le divise. Et c'est pour ça que je travaille, parce que dans l'énergie nucléaire, on divise les atomes et on en produit de l'énergie. Et quand on regarde un atome, si on imaginait que le noyau, c'était un ballon de football, les électrons qui gravitent autour, ils passeraient à 50 km d'ici. Il y a quoi à 50 km d'ici, Jean-Claude? On passerait en France, on ferait le tour du lac, bon, ça serait assez loin, hein? On passerait à Annecy, voilà. Donc, et entre ici, mon ballon de football, et Annecy, il n'y aurait rien, que du vide. Alors, on peut dire que la nature, c'est essentiellement du vide. Dire, oui, mais quand même, si je mets tous mes noyaux ensemble, j'ai quand même dans quelques dés à coudre de matière. Mais là, au CERN, ils s'amusent à les casser. Un CERN, c'est pas loin d'ici. On s'amuse à les faire tourner à toute allure, faire rencontrer des noyaux pour qu'ils se cassent, et on voit ce qu'ils ont dans le ventre. Et finalement, on découvre l'infiniment petit. On découvre qu'à l'infini, et il y a un concours de films qui avait été fait au CEA pour que les physiciens du CEA expliquent un peu au grand public leur travail entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et le film qui a été primé, je l'ai regardé, il m'avait amusé, c'est un film où des parents offrent un microscope magique à leur enfant. Et ce microscope, qu'est-ce qu'il y a de magique? C'est qu'il peut grossir tant que tu veux, à l'infini. Alors, il prend une feuille, il met sous le microscope, tout content de son cadeau, il grossit, il voit des cellules, il est content, il grossit, il grossit, il grossit, il voit des atomes, il est content, il grossit, bon, il ne voit plus rien à un moment. Et il grossit, ah, ça y est, il voit le noyau, il est content. Et puis il zoome encore, il grossit, et là, il arrive comme dans des constellations, comme dans l'infiniment grand finalement.
Et là, il zoome. Tout d'un coup, il voit une petite planète bleue. Il zoome. Et il semble qu'il voit la France, ça se passe en France. Et il zoome. Et il arrive sur sa chambre. Et il se voit en train d'observer dans le microscope. Et c'est ce film qui a été primé. C'est le meilleur moyen qu'avaient nos spécialistes pour essayer de vulgariser comment aujourd'hui, sans qu'on le comprenne exactement, on avait une sorte d'homologie entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et finalement, ça avait conclu la recherche à écrire « La réalité n'existe pas », là aussi il cherche des gros titres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, il réalisait que la matière qu'on voit n'est que l'organisation de forces invisibles et que finalement, ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas peut dépendre des interactions. Par exemple, si je suis un humain, je vais voir que là, il n'y a rien parce que mes yeux ne voient rien, et là, il y a quelque chose. Mais si je suis un neutron, et moi, en tant que faisant de l'énergie nucléaire, c'est très important pour moi, les neutrons, dans un réacteur, eh bien, le neutron, quand il voit une pièce de zircaloï massive qui me paraît très solide, lui, il ne voit rien, parce que le zircaloï, c'est transparent aux neutrons. Et puis, quand il voit de l'air comme ça, ou même il paraît qu'il n'y a rien, lui, il voit de la vapeur d'eau, il interagit avec la vapeur d'eau qu'il y a là, et donc, il voit quelque chose. Donc, vous voyez que la perception qu'on peut avoir va dépendre du système d'interaction qu'on a. Et finalement, dans l'infiniment petit, on réalise que la réalité n'est que sous-tendue par des forces invisibles. Mais en fait, c'est rien d'autre que ce que nous dit la Bible depuis longtemps. Dans Hébreux 11, on lit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » Là, j'ai repris un transparent d'un Suisse, un jeune cosmologiste qui s'appelle Sylvain Bréchet, dont j'ai emprunté un transparent, et qui a fait ses études pas très loin d'ici, et qui nous disait lors d'une conférence, il y a 4 forces, alors je ne vais pas vous les détailler, qui organisent à peu près l'univers. Donc il y en a une que vous connaissez bien, la gravité, les forces électromagnétiques, vous connaissez bien aussi, vous avez tous vu un aimant, vous avez tous des ondes radio, mais il y a 2 que vous voyez moins, c'est les forces nucléaires fortes et faibles, parce qu'elles ont une portée au niveau atomique, et vous, à l'œil humain, on ne les voit pas. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Si le rapport entre ces forces, par exemple la force de couplage, la constante, le rapport des constantes de couplage de la force électromagnétique et de la force nucléaire forte différait de 10 à la puissance moins 40, ça veut dire à la 40e décimale, 0,3901. Ça dit au 40e décimale, eh bien, les atomes ne seraient pas stables, ils ne pourraient pas se former. Après, il nous parle de la constante cosmologique, qui, elle variait à la 120e décimale. Les galaxies n'auraient pas pu se former. C'est ce que certains physiciens ont appelé le fine tuning. Vous savez, le tuning, c'est quand vous réglez la radio, il faut être pile poil sur la bonne longueur d'onde pour capter juste. Et là, on voit une précision, un réglage. Et il y a un de ces cosmologistes qui s'appelle Penrose, qui est aussi un mathématicien, qui a fait des calculs de probabilité. Et dans ces calculs, il a calculé combien de chances on avait que ce soit purement par hasard qu'on ait cet ajustement avec une précision aussi extraordinaire. Et il arrive à un chiffre qu'on ne peut pas écrire. 10 à la puissance 123. Si je voulais écrire ce nombre, il faudrait que je mette un 1 et ensuite 10 à la puissance 123 0. Si j'avais un ordinateur extrêmement performant, plus performant que l'ordinateur qu'il cherche à faire en mettant l'information dans l'ADN, sur le stockage, même avec celui-là, je mettrais 1 digit par atome, encore mieux. Eh bien, même avec celui-là, je n'aurais pas assez d'atomes dans le cosmos pour écrire ce nombre. Parce qu'on estime que dans l'ensemble du cosmos, il y a 10 à la puissance 80 atomes. Dès que vous voyez un chiffre qui dépasse 10 puissance 80, et que la probabilité de 1 sur 10 puissance 80, vous pouvez dire qu'elle est nulle, de chez nulle, de chez nulle. Il n'y a aucune probabilité que ce soit par hasard. Et cet homme, Penrose, eh bien, on conclut, ce nombre nous dit combien précis a dû être le but, l'objectif du Créateur lorsqu'il a créé tout ça. Alors aussi, on va regarder la Terre, qui est cette poussière dont Hubert Reeves dit que c'est tout à fait par hasard, une parmi les autres, dans un soleil banal parmi les autres, une Terre banale, alors qu'il s'était émerveillé dans tout le début du bouquin. Eh bien, on va regarder tout ce qu'elle a de peu banal, au contraire. Déjà, sa position dans le système, dans notre galaxie. Alors là, tout le système solaire, c'est le petit point au bout de ma flèche. C'est tout petit, petit, petit. Si ce système solaire était au plein milieu, là, on serait près du trou noir, on serait avalé, il y aurait des doses de rayonnement. Si on était à l'extérieur, on serait près de supernova, il y aurait des doses de rayonnement. Et là, on est à des endroits juste situés où la dose de rayonnement cosmique est telle que la vie
peut bien se porter. Alors après, on verra, en plus, c'est un peu écranté par l'atmosphère, ce qui juste amène à bon niveau. Alors on peut penser que c'est par hasard, mais quand on va cumuler tous ces hasards, il faudra beaucoup de foi pour être athée. La masse de la Terre, on peut penser que c'est juste par hasard qu'une masse s'est formée. Mais si cette Terre était petite, mettons comme la Lune, elle n'aurait pas assez de gravité pour maintenir une atmosphère, et bien sur la Lune, il faut y aller avec des bouteilles d'oxygène. Et ça ne serait pas terrible. Mais si elle était beaucoup plus grosse, elle maintiendrait essentiellement ce qu'il y a dans le cosmos, c'est-à-dire de l'hydrogène, comme sur Jupiter, et là encore, la vie ne serait pas possible. Si on regarde la distance Terre-Soleil, si elle est 10% plus loin, l'eau serait à moins de zéro, elle serait gelée, la vie ne serait pas possible. Mais si c'est 10% plus près, l'eau serait vapeur, et la vie ne serait pas possible. On nous dit aussi que la Lune, c'est tout à fait par hasard, une masse de matière qui s'est mise là, qui s'est mise à graviter autour de la Terre, tout à fait par hasard. On a déjà vu que son diamètre était juste pile poil celui qu'il fallait pour qu'on puisse avoir une éclipse totale, que le rapport des diamètres était celui des distances avec le Soleil. Et puis la Lune stabilise l'axe de précession de la Terre. Vous savez que la Terre, elle est inclinée de 23 degrés, c'est ça qui donne les saisons. Si ça tournait tout le temps, tous les 1000 ans, tous les 500 ans, ça évoluait, on aurait pendant 500 ans des zones, l'Europe serait désertique, puis après elle serait glacée, et au niveau du développement de la vie, ce ne serait pas terrible. Et la stabilité des saisons, la Lune stabilise cet axe pour qu'il reste à 23 degrés, que les saisons soient stables millénaire après millénaire. Si on regarde l'atmosphère qu'il y a autour de la Terre, on nous parle toujours de l'effet de serre comme chose de négatif, mais l'effet de serre, c'est avant tout quelque chose de positif. S'il n'y avait pas d'effet de serre, la température moyenne sur la planète serait moins 18 degrés, l'eau serait glace et il n'y aurait pas de vie. Mais la température moyenne de la Terre, c'est plus 15 degrés. C'est exactement l'optimal pour que la vie se développe. La teneur en oxygène, 20%. Si c'était 100% d'oxygène, quand c'est trop oxydant, ça brûle tout. C'est juste ce qu'il faut, le bon pourcentage. Et on pourrait multiplier comme ça la proportion des océans par rapport à la proportion des continents. Et on pourrait multiplier. Alors, ceux qui ne veulent pas croire, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, vont nous dire, oui, mais dans les milliards de galaxies, il y a des milliards de planètes, donc il y a d'autres terres, et c'est juste le hasard. Alors, pendant des années, j'ai entendu, tu verras, on va finir par trouver des exoplanètes, et on va dépenser des millions pour étudier les exoplanètes, et là, on va trouver, alors on appelait ça des martiens, puis après on savait bien que ce n'est pas sur Mars, donc on attendait des exoplanétiens qui allaient nous faire un signal quelconque. Alors, la première exoplanète a été trouvée en 1995, et depuis, en moyenne, on en trouve une par semaine. Donc on doit peut-être être à 2000 ou pas loin qu'on a découvert. Mais aucune n'est adaptée à la vie humaine. Et un physicien avait écrit ça dans un journal du CNRS. La grande surprise de ce premier millier de découvertes, c'est l'extraordinaire diversité des exoplanètes, des architectures, des systèmes dans lesquels elles prennent place. Et comprenez l'extrême agressivité, l'extrême non-hospitalité pour l'homme. Et ceci est parfaitement en accord, encore une fois, avec ce que dit la Bible. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux humains. En fait, la Bible va plus loin. Dans Ésaïe, on lit, voici ce que le Seigneur déclare, lui qui a créé le ciel, lui le Dieu qui a fait la terre, qui l'a façonnée et consolidée. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a faite pour être habitée. Voyez encore ce dessin intelligent? Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a faite pour être habitée. Et habitée par qui? Habitée pour accueillir la vie humaine. Mais la théorie de l'évolution nous a conduit à faire un amalgame complètement diabolique. Un amalgame entre une bactérie, une souris, une vie humaine, comme si trouver une bactérie sur Mars serait y découvrir la vie. Moi, si demain on trouve une bactérie sur Mars, ça me fait ni chaud ni froid. Il y a des bactéries qui vivent dans des volcans, qui vivent dans des endroits sans oxygène. Mais ce n'est absolument pas accueillant pour la vie humaine. Mais la théorie de l'évolution, qui nous prétend que tout n'est qu'une seule espèce qui a évolué, met au même poids une bactérie, une souris, un primate et un homme. Mais la Bible nous dit que c'est complètement différent. Il y a vie et vie. La Bible nous enseigne que dans l'homme, bien sûr, il y a une vie biologique, la même que les plantes, que les bactéries, que les animaux. Il y a une vie psychique, mais qui est aussi présente dans pas mal d'animaux. La vie de l'âme, psyché, mais il nous a créés à l'image de Dieu, avec un esprit. Et il nous a donné une vie Zoé, la vie de Dieu, la vie éternelle. Ce Zoé qui est disparu de l'Ancien Testament parce qu'on est coupé de Dieu, il y a un grand vide à la place dont parlait Pascal.
Et Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie éternelle, les zoé, il est la vie en abondance. Je suis venu pour la vie de Dieu, leur mettre la vie en eux. Et notre esprit nous accueille la vie et fait toute la différence entre un homme et un animal. En fait, n'importe quel enfant qui a un peu de bon sens fera la différence. Mais parfois, trop de science, trop d'orgueil nous aveugle. Si tu échoues sur une île déserte ou que tu crois déserte et que je peux quand même communiquer avec toi, si je te dis, comme nous disait André hier soir, mais ne te fais pas de soucis, tu n'es pas tout seul, tu as plusieurs centaines de milliards de bactéries en ton intestin avec toi. Ah, la belle affaire, hein, ça ne va pas vraiment te rassurer. Si je te dis, non, tu n'es pas tout seul, c'est infesté de serpents. Je ne peux pas dire non plus que c'est facilement, mais si je te dis, fais quelques kilomètres, il y a un petit village de pêcheurs plus bas à 2 kilomètres, ça fait la différence, non? N'importe quel enfant sait que la vie d'une bactérie, la vie d'un animal et la vie d'un homme, ce n'est pas la même chose. Mais on nous a fait un amalgame entre ces trois vies. Alors, parfois, pour essayer de se moquer de ceux qui ne croient pas à l'interévolution, on va nous dire « mais vous êtes des dinosaures qui pensaient que rien n'évolue, que le monde ne change pas ». Mais bien sûr que si, que le monde évolue. Le monde, il est né, comme vous et moi, il grandit, il vieillit quelque part, et il aura une fin, comme vous et moi. Et je n'ai peut-être pas détaillé ce transparent dans le temps qui m'est imparti, mais il grandit et il développe une grande diversité. La première cause, ce n'est pas des mutations au hasard, ce n'est pas des choses aveugles, c'est un brassage génétique qui a été prévu par Dieu en mettant dans nos chromosomes une richesse qui, quand ils se marient, peut faire des combinaisons à l'infini. C'est l'intelligence qui nous a donné pour faire des croisements intelligents qui a permis de multiplier des espèces. Je ne vais pas plus détailler ça. Bien sûr que les mutations, on y croit, et il y en a même beaucoup plus que ce qu'on croyait. Savez-vous que chaque jour, dans chaque cellule, il y a quelques 10 000 modifications qui affectent les bases constituées de l'ADN, qui sont juste là du simple fait qu'on respire et qu'on vit, qu'on est vivant, le stress oxydant. Si vous allez 1 heure de bain de soleil, vous allez rajouter quelques 60 000 à 80 000 pontages de base par cellule. Alors en permanence, notre ADN subit toutes sortes de mutations, oui. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ça n'apporte pas d'abord d'informations génétiques, ça met plutôt du désordre. Et si ce n'est pas réparé, ça pose des problèmes. Mais ce qui est merveilleux, c'est la capacité de notre organisme à le réparer sans cesse. Avec un taux de succès de 10 à la puissance 18. Il n'y a aucune usine qui arrive à faire un taux d'erreur, à faire un loupé, qu'une fois tous les milliards de milliards. Aucun homme n'arrive à ce taux de succès. Et puis, quand une fois tous les milliards de milliards, Dieu a encore mis un mécanisme de plus, ça s'appelle l'apoptose, la cellule mal réparée va se suicider. Et on a vu comme on en perdait chaque jour beaucoup, une cellule de moins, ça ne pose aucun problème. Donc, on voit un mécanisme qui va donner une souplesse pour refaire et refaire sans cesse un organisme vivant qui va être capable de réparer et maintenir l'information génétique d'une manière merveilleuse. Alors bien sûr que la microévolution, ça existe. On a eu le temps de documenter ce qui avait servi à Darwin, à sa théorie. Il était parti aux îles Galapagos et il avait regardé le bec du pinson. Il avait vu qu'il devenait plus large quand les années de sécheresse, parce que les cacahuètes ou les noisettes étaient plus dures, il fallait un plus gros bec pour les casser. Et il avait dit, je vois qu'il y a une corrélation. Et c'est vrai. On la voit aujourd'hui, elle est très bien documentée. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est quand les années de sécheresse sont passées, eh bien le bec redevient normal. Et puis après, quand l'année de sécheresse revient, eh bien de nouveau il s'épaissit. Donc on a une capacité d'adaptation à l'environnement qui est extraordinaire. Alors on voit que ça peut être dans la réparation, ça peut être aussi dans ce qu'on appelle l'épigénétique, mais je laisserai André en parler s'il a envie. Mais on peut être fasciné aussi dans le domaine de la biologie, comme on peut l'être dans tous les autres domaines, par la création. Mais année après année, les bactéries restent des bactéries. Elles ne se transforment pas en autre chose. Au contraire, ce qu'on voit, c'est l'extraordinaire stabilité des espèces. Là, sur mon transparent, vous avez ici un fossile de méduse daté à 220 millions d'années. Et à côté, vous avez la méduse d'aujourd'hui. Étonnant comme stabilité des espèces. Ici, vous avez un fossile de scorpion daté à 200 millions d'années. Et vous avez le scorpion d'aujourd'hui. Quelle stabilité. Ici, vous avez un fossile de crocodile daté à 150 millions d'années. En Égypte, et aujourd'hui le crocodile du Nil, à côté. Aucune évolution. Et vous pourriez faire pareil avec l'antilope, avec le lapin, ou avec la fougère. Ça, c'est une fougère datée à 300 millions d'années dans le fossile en haut. Et là, la fougère d'aujourd'hui. Quelle stabilité. Non seulement
on voit une stabilité des espèces, mais on voit même une stabilité des modes de vie lorsqu'on ne le touche pas, lorsque l'homme n'y touche pas. Parce que dans l'ambre, on peut figer la vie et la garder très longtemps parce qu'une coulée d'ambre est venue emprisonner. Là, vous avez une scène de prédation où plusieurs sortes de fourmis sont en train d'attaquer et de bouffer une termite. Et ce qui est étonnant, c'est que cette scène de prédation a été saisie dans le vif par une coulée d'ambre. Et aujourd'hui, on a exactement les mêmes scènes, avec les mêmes fourmis qui attaquent les termites avec la même stratégie d'attaque. Donc non seulement on peut voir la forme, mais même le mode de fonctionnement qui opérait, alors c'est daté à 10 millions d'années, cette pièce d'ambre, qui opérait à 10 millions d'années, exactement comme ça opère aujourd'hui. L'ADN. Alors je ne suis pas un spécialiste, mais je me fascine de tout ce que je lis de mes amis biologistes. Et on a vu hier combien notre Dieu a pu mettre une capacité d'information extraordinaire dans une tête d'épingle. Et on nous a parlé des similitudes avec le chimpanzé. On nous a dit que c'est la preuve que l'homme descend du chimpanzé, c'est que dans son ADN, 98,8% est identique avec celui de l'homme. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'il était à 99% identique à celui de la souris. Alors pourquoi on a choisi le chimpanzé plutôt que la souris? Parce que dans notre fresque évolutive, si on avait mis la souris, ça aurait fait un peu tache. Donc, on a préféré choisir entre les deux le chimpanzé. Mais scientifiquement, il n'y avait pas plus de raison de mettre l'une que l'autre. En fait, les comparaisons dont on nous a abreuvés, j'ai appris récemment qu'elles n'étaient pas basées sur l'ensemble de l'ADN, mais sur ce qu'on appelle la partie codante, la partie qui permet de faire les différentes protéines, qui codent pour telle ou telle protéine. Et en fait, ça ne représente que 3% de l'ADN. Oui, moi, on s'en fiche, le reste, 97%, c'est l'ADN poubelle. C'est le déchet de l'évolution qui ne sert à rien. Et puis après qu'on ait affirmé ça pendant des années, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'ADN poubelle, que tout était utile, que tout servait dans l'ADN. Et du coup, si on veut être honnête, maintenant qu'on a vu qu'il n'y avait plus d'ADN poubelle, mais que tout était utile, eh bien, il faut comparer sur la totalité. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Si on prend la totalité, la ressemblance avec l'homme n'est plus que de 70% pour le chimpanzé, mais elle est à 60% identique avec la banane, à 75% avec le ver de terre, ce qui ne veut pas dire qu'on descend ni du chimpanzé, ni de la banane, ni du ver de terre, mais ce qui veut dire que Dieu s'est servi des mêmes briques, de la même organisation, pour faire tout le vivant. Si je vous mets des tableaux de Van Gogh, partout, des petits, des grands, des moyens, de deux choses une, soit vous êtes un expert, et au premier coup d'œil, vous dites c'est du Van Gogh, aucun doute, soit vous êtes comme moi, nul en peinture, et vous êtes un bon scientifique, vous analysez les pigments, vous datez, et vous arrivez à la conclusion, c'est le même auteur, les mêmes pigments, même origine, même coup de crayon, même ceci, même cela. Donc dans un cas comme dans l'autre, vous arrivez à la conclusion qu'il y a un auteur unique. Mais à aucun moment vous allez dire, oui alors, donc le petit c'est le fils du moyen, qui est le grand et le père, ou dans l'autre sens, le petit a donné ça, qui a évolué pour faire le grand. Non, ça vous saute aux yeux, il y a un créateur unique, je reconnais sa griffe, c'est du Van Gogh. Et moi qui suis un chrétien, je dis, ça saute aux yeux. Autant je n'étais pas expert en peinture, autant je pense que dans la parole de Dieu, j'aime m'y baigner, je l'aime. Et au premier coup d'œil, je dis, c'est mon papa, c'est mon Dieu qui a créé ça. Aucun homme ne peut faire une pareille merveille. Alors pourquoi je prends du temps? Je pourrais aller à la piscine, me balader dans les belles montagnes suisses. Pourquoi je prends du temps à venir vous parler de tout ça? Est-ce que c'est important? Moi, je ne suis pas là pour défendre un militantisme quelconque, qu'il soit créationniste ou autre chose. Mais je suis là pour essayer de parler la vérité. Parce que je suis convaincu que ce qu'on croit impacte toute notre société. En fait, dans la théorie de l'évolution, ce qui pose problème, ce n'est pas du tout l'évolution. On croit tous que le monde évolue. Mais si tout n'est que le fruit du hasard, des collisions, des forces qui n'ont pas d'âme, alors pourquoi ne pas améliorer un peu la vie par l'avortement, l'euthanasie, l'eugénisme? Si la vie n'a pas de sens, l'homme n'a pas de valeur, il ne vaut pas plus qu'un ver de terre. Et c'est ça qui pose un problème réel aux chrétiens, que tout opère par hasard, sans but et sans sens. Et Darwin était homogène avec lui-même. Et si vous aviez lu ses ouvrages, peu d'évolutionnistes les ont lus, vous auriez peut-être sauté en l'air en lisant certaines de ses déclarations. Dans un de ses livres, La descendance de l'homme et la sélection sexuelle, voilà ce que nous déclarait Darwin. Avec les sauvages,
les corps ou les esprits malades sont rapidement éliminés. Par contre, les hommes civilisés construisent des asiles pour les imbéciles, les handicapés, les malades, et nos médecins exercent le meilleur de leur talent pour sauver la vie de chacun d'eux jusqu'au dernier moment, permettant ainsi aux membres faibles de nos sociétés civilisées de se propager. Il n'y a personne parmi ceux qui ont travaillé à la reproduction des animaux domestiques qui doutera que cela ne soit hautement préjudiciable à la race humaine. Si tu penses que tout est sans but, sans sens, traite l'homme comme tu traites les plantes. Quand moi j'ai un arbre qui ne va pas, je le coupe, un coup de tronçonneuse, j'en mets un autre. Je n'ai pas de problème d'euthanasie, d'eugénisme avec mes arbres. Et même si mon chien est trop malade, je l'ai fait piquer. Si c'est mon fils, je l'assiste jusqu'au dernier jour. La richesse du chrétien, de la foi chrétienne, c'est au contraire la protection du faible, du petit, du pauvre. C'est tout le cœur de Dieu qui se manifeste. C'est une opposition directe et frontale. Alors vous allez me dire, oui, mais Darwin, c'est vieux. Oui, mais Jacques Attali, c'est si vieux que ça? Il conseille tous les présidents français depuis maintenant 20 ans. Et il conseille encore l'actuel, il a conseillé la droite, la gauche. Et dans un de ses livres, en 2005, il écrivait, alors je ne sais pas s'il l'écrirait encore aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il avait moins de 60 ans, maintenant il l'a plus. Mais qu'est-ce qu'il écrivait? Dès qu'on dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit, et il coûte alors cher à la société. En effet, du point de vue de la société, il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement, plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. La logique socialiste, c'est la liberté, et la liberté fondamentale, c'est le suicide. En conséquence de quoi, le droit au suicide, direct ou indirect, est donc une valeur absolue de ce type de société. Donc, si tu es plus productif, suicide-toi. Tu ne sers plus rien. C'est l'opposé du cœur de Dieu qui dit jusqu'à ta vieillesse, tu porteras du fruit, je serai avec toi. Parfois, on est un peu appâté par l'UNESCO, WWF. Qui n'aimerait pas avoir ce joli petit panda derrière sa voiture, hein? C'est tellement mignon. Mais si vous lisiez les textes fondateurs de l'UNESCO, les textes fondateurs WWF, vous verriez combien cette théorie évolutionniste les a imprégnés d'une manière extrêmement délétère. Voilà ce que nous disait Julian Huxley, fondateur de l'UNESCO, et premier directeur de l'UNESCO et fondateur de WWF. Une fois pleinement saisi les conséquences qu'implique la biologie évolutionnelle, l'eugénique deviendra inévitablement une partie intégrante de la religion de l'avenir, ou de complexe de sentiments, quel qu'il soit, qui pourra dans l'avenir prendre la place de la religion organisée. Voyez la finalité? Remplacée par une religion humaniste où on va façonner l'homme comme on a envie, et où l'animal a la même valeur que l'homme. C'est pour ça que le prince Philippe d'Angleterre, président actuel du WWF, ou à l'époque en tout cas où il était président, a écrit dans un de ses interviews, « Si j'étais réincarné, je souhaiterais renaître sur Terre sous forme d'un virus mortel, afin de faire baisser le niveau de la population mondiale. » Et aujourd'hui, il y a toute une philosophie dite de la décroissance, qui dit on est 7 milliards, il faut passer à 1 milliard. Maintenant, même certains disent 500 millions. Et donc, leur objectif, c'est d'éliminer les hommes. Parce que l'homme serait le prédateur pour la sauterelle ou le papillon, je ne sais pas quoi, ou je ne sais quelle espèce. Et du coup, c'est l'homme qu'il faut éliminer. Non, l'origine de la vie n'est pas accessible à la science. Nous ne savons pas ce qui a déclenché le Big Bang. Nous ne savons même pas ce qui déclenche un accouchement. Mais si, c'est l'hormone machin. Oui, mais qu'est-ce qui déclenche l'hormone machin? Oh oui, mais c'est la protéine bile. Mais qu'est-ce qui déclenche la protéine? Tu sais comment on va de A à B. Mais l'origine, elle est dans le cœur de Dieu. Nous mourrons tous et on ne sait pas pourquoi. Parce que dans la milliardième de seconde qui précède ta mort, les atomes étaient exactement à la même place que le milliardième d'après. Mais la Bible nous dit, c'est le souffle de la vie de Dieu qui nous tient en vie. Et on voit très bien que quand la vie est retirée, le corps qui était si formidable se décompose très rapidement. En fait, l'origine de la vie n'est pas accessible à la science. Dieu nous a donné, au fond de nous, l'envie de découvrir, mais il a mis au fond du cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais l'origine de l'homme n'est pas accessible à la science. Alors les scientifiques sans cesse nous disent « Donnez-moi des millions et je vais vous faire l'origine de la science.
Donnez-moi encore un nouvel appareil au CERN, je vais aller encore plus loin et je vais vous trouver l'origine de la vie, comme si le boson de Higgs allait nous découvrir l'origine de la vie. Ou alors donnez-moi encore plus et je vais vous trouver les exoplanètes et l'origine de la vie, comme si, en bottant en touche que la vie serait partie sur une autre planète, on allait améliorer le système. C'est pour ça que, dans une revue du CNRS, je disais l'autre jour, le Big Bang n'est pas l'origine, on est d'accord. La quête pour l'origine de l'univers se fait de proche en proche, en améliorant avec le temps nos connaissances théoriques et la sensibilité de nos instruments, télescopes, accélérateurs. Quelle illusion! Aujourd'hui, on a une physique qui commence au temps appelé temps de Planck, 10 puissance moins 43 secondes, c'est-à-dire milliardième de secondes. Si demain un super physicien fait une nouvelle physique et qu'on a le temps de Planck bis, il aura peut-être le prix Nobel, on va peut-être dire, allez, supposons qu'allez, 10 milliards, vous voulez combien? On fait 10 milliards fois mieux et on va à 10 puissance moins 53, la belle affaire. Qu'est-ce que ça va changer dans l'origine? Rien. Rien. Parce que celui qui nous donne l'origine, qui nous révèle le pourquoi de notre existence, c'est Dieu. La science ne peut pas y avoir accès. En fait, Pasteur avait déjà dit il y a bien longtemps, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. S'il y a un siècle, la Bible et la science pouvaient paraître contradictoires, les grandes découvertes scientifiques du XXe et du XXIe siècle nous rapprochent toutes de la pensée biblique, bien plus qu'elles ne nous en éloignent. Oui, le monde a une naissance, il a eu une croissance, il continue, il aura une fin. Oui, le monde évolue car nous avons un Dieu vivant qui a créé un monde qui a du sens, qui va vers un but. Par contre, il y a des théories qui extrapolent à l'infini des mesures qu'on a fait sur moins de 100 ans. Et on a une vision humaine. Et moi, je ne conteste pas qu'on fasse des modèles, mais combien on a besoin de modestie quand on voit de notre lucarne et qu'on va extrapoler sur 13 milliards d'années des choses qu'on a mesurées, on ne savait même pas que ça existait il y a moins de 100 ans. Il faut garder une grande humilité. Déjà, Niels Bohr, qui était prix Nobel de physique il y a un siècle, nous disait « La science ne décrit pas l'univers tel qu'il est, mais comme l'homme le ressent. » Quelle est la perception? C'est rien d'autre que ce que dira Paul aux Corinthiens quand il dit « Notre science, d'ailleurs, est bien limitée. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie. » Et c'est pour ça que je renverrai parfois dos à dos certains créationnistes, certains évolutionnistes, en disant que ni intellectuellement, ni scientifiquement, ni spirituellement, on ne peut tout appréhender. Job disait au terme d'épreuves de sa propre vie, « J'ai parlé sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi. Toi, instruis-moi. » Pour celui qui veut bien le voir, toute la création parle du Créateur, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Si j'ai un peu de temps, j'ai quelques images que je peux vous montrer là-dessus pour nous émerveiller. La merveille de l'ADN, une protéine, tous les paramètres de la Terre exactement adaptés à la vie humaine. Mais c'est l'orgueil de l'homme qui rend son écoute endurcie. Oui, comme on l'a dit au début, les perfections invisibles de Dieu, tout se voit quand on le considère dans ses ouvrages, mais ne suffit pas à nous le faire connaître. La science nous amène au bord, elle nous amène à un dessein intelligent. Il y a un créateur, l'horloge a un horloger, mais elle ne t'en dit pas plus, la science. Maintenant, si tu veux le connaître, tu peux très bien dire, je crois au dessein intelligent, il y a un horloger. Voltaire l'avait dit, d'autres l'ont dit, Einstein croyait à un grand horloger, mais sa vie montre qu'il n'a jamais rencontré Jésus-Christ. Voltaire non plus. Beaucoup sont restés en disant, il y a un grand horloger. Tu peux dire ça, ça ne va pas changer ta vie. C'est honnête, mais ça ne suffit pas. Maintenant, si tu veux le connaître, eh bien, ce n'est plus la science qui va t'aider à le connaître. Si tu as envie que la science t'amène à dire, il y a un grand horloger. Et si tu as envie de le rencontrer, c'est le témoignage. Le témoignage de Jésus-Christ, des apôtres, qui montre que historiquement, il était venu, il est vraiment ressuscité. Le témoignage des chrétiens qui vivent aujourd'hui des expériences. Le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur, qui peut venir attester si tu lui demandes et révéler la parole de Dieu. Mais ce n'est plus la science qui va te le faire connaître. La science t'amène juste, il y a un grand horloger, il y a un créateur génial, il y a un créateur puissant, il y a un créateur qui nous émerveille, mais ne suffit pas à nous le faire connaître. Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ça le point. Mais c'est l'orgueil de l'homme qui fait souvent obstacle. Et Jésus disait dans l'évangile de Jean, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Et moi, cette phrase m'impacte parce que,
en scientifique un peu connu, eh ben, c'est souvent ce qu'on a fait. Moi, je t'invite, docteur Vernaz, venez présider telle session, faites la conférence introductive, et moi, je te renvoie à l'ascenseur dans telle autre conférence, et les honneurs des hommes. Et après, on est pris dans un système où il faut se conformer au siècle présent. Mais pour moi, l'honneur de Dieu est plus important que ma gloriole. Mais souvent, c'est l'orgueil de l'homme qui fait obstacle et qui empêche qu'on cherche le cœur de Dieu. Alors, je vais conclure. Ça laissera peut-être quelques minutes. Oui, Dieu a créé le monde et nous l'a donné en partage. Il nous a donné des sens et une intelligence pour l'explorer. Et à travers sa création, révéler qu'il y a un créateur, pour nous donner envie de le connaître. Puis il nous a donné sa parole, la Bible, et un cœur pour le connaître par la foi. Il nous a donné Jésus-Christ pour que la séparation entre Dieu et nous soit comblée et qu'on puisse le rencontrer de manière personnelle, pas une connaissance lointaine, mais un Père qui se révèle et qui va t'appeler son Fils. Les faits scientifiques et la parole de Dieu ne s'opposent pas, mais se complètent, car ils viennent d'une source unique. La Bible ne pose aucun problème aux scientifiques chrétiens. Ce sont les théories des hommes qui s'opposent à la parole de Dieu, car en fait l'homme rebelle s'oppose à Dieu dans sa nature. Et pour finir, je vous offre quelques titres d'ouvrages que j'ai beaucoup aimés. Alors il y a une première page de livre très simple, c'est-à-dire accessible à tout le monde, scientifique ou non, comme Plaidoyer pour un Dieu créateur, que j'aime beaucoup, de Lee Strobel. C'est un journaliste qui pensait que les créationnistes étaient tous des imbéciles et qui va enquêter un peu partout et qui, au fil de ses découvertes, se rend compte que ceux qui trompent, ceux qui trichent, ne sont pas ceux qui croyaient, et qui, à la fin, dit « mais j'ai des honnêtes gens d'un côté, et ceux qui trichent, ce n'est pas ceux que je croyais ». Et ce livre, j'ai trouvé remarquable. Un autre que je trouve remarquable, c'est un livre de Dominique Tasseau, « L'évolution. Une difficulté pour la science, un danger pour la foi ». C'est un livre simple, bien écrit, frappé au coin du bon sens. Dominique Tasseau est un polytechnicien qui a une bonne compétence scientifique et qui écrit avec beaucoup de bon sens, je vous le recommande. Il y a aussi un autre, Perspective biblique du cosmos, Bible ou science, Comment penser l'évolution de Philip Johnson. Et puis, après, il y a d'autres plus complexes peut-être que voilà, le darwinisme envers d'une théorie ou la boîte noire de Darwin, mais c'est un peu plus spécialisé. Même la stabilité des espèces, qui est écrit par un prêtre, Olivier Nguyen, est très intéressant, mais un peu plus ardu à lire. Donc, Monsieur Tout-le-Monde ne va peut-être pas le lire comme un roman. Voilà, je vais m'arrêter là.